bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis avec Kevin. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut Nicolas, je suis Kevin. Je suis Kevin Dubois, je suis architecte de solutions chez Palo Alto, spécialisé en Prisma Cloud, donc tout ce qui est notre plateforme CNAPP. Tu as présenté au Sécure le DevSecOps, qui est dans le fond, pour plusieurs organisations, c'est un peu le contact avec le cloud et aussi le contact avec ce volet-là, le DevOps et le DevSecOps. Donc, de s'amorcer là, je vais te laisser amorcer un peu une forme d'introduction, puis on va glisser là-dessus pour pousser le sujet plus loin. Oui, c'est bon. Donc, c'est pour le résumé très court de la présentation que j'ai donnée, c'est que quand on part d'un environnement plus traditionnel, puis qu'on va on commence à toucher à l'info nuagique, il y a de plus en plus d'équipes d'opération qui perdent un peu leur fonction étant donné que les développeurs sont en mesure de faire énormément du provisionnement de l'infrastructure. Donc, il n'y a plus le besoin du développeur de parler aux autres équipes pour provisionner l'environnement en entier, étant donné que c'est tout drivé par les API des cloud providers. Donc, c'est de voir un peu du côté comment est-ce que DevSecOps s'est formé, étant donné qu'on a vraiment un shift de paradigme au niveau de qui provisionne les infrastructures et qui met les politiques de sécurité en place. Oui, puis ça l'inquiète beaucoup. Les gens d'opération sont très inquiets par lâcher prise sur ces choses-là parce qu'ils pensent qu'ils perdent vraiment un contrôle très important sur leurs infrastructures. D'autres outils sont à leur disposition justement pour pas perdre l'entier contrôle, mais changer la nature du contrôle qui est fait tout en laissant l'agilité aux développeurs d'agir et justement d'aller beaucoup plus vite, ce qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs, là, aller vite. Là. Exact. Ben c'est un peu, je pense que c'est pas simplement les développeurs qui veulent aller vite. Je pense que c'est juste la business elle-même a besoin d'arriver au marché le plus rapidement possible, d'avoir des nouvelles offres, dépendamment c'est quoi leur industrie. C'est un peu ce que l'info nuagique apporte, c'est qu'il y a beaucoup plutôt que de regarder l'infrastructure TI comme étant juste du infrastructure as a service, qui est très similaire à ce qu'on avait traditionnellement. Là, on a plusieurs offres qui vont abstraire beaucoup de ce que nos équipes d'opération faisaient, ce qui fait en sorte que les développeurs ont littéralement juste à se concentrer sur qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien qui est développé. Mais ça amène aussi certains, comme tu disais, certains défis de sécurité qui sont différents. Là, on n'a plus vraiment de périmètre qui est bien défini, mais il y a quand même un périmètre où certains contrôles qui sont mis en place. Fait que souvent, plutôt que d'essayer de mettre des murs de château autour de nos applications, là, on va vraiment regarder plus pour tout ce qui est contrôle IAM, s'assurer que nos rôles ne sont pas trop permissifs, s'assurer qu'on n'a pas de code vulnérable qui serait déployé. Donc, c'est les mêmes défis qu'on a au niveau de l'environnement traditionnel versus l'environnement cloud. C'est juste que la manière de l'approcher va être très différente. On ne peut pas vraiment juste essayer d'entourer notre environnement. Faut vraiment travailler avec la flexibilité et la vélocité que l'info nuagique nous amène. C'est vraiment ça le plus-value d'aller vers un fournisseur info nuagique, c'est qu'on peut, en l'espace de quelques minutes, déployer une application. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on peut aussi, en quelques minutes, déployer une application vulnérable. Puis on a vu énormément de brèches dans les dernières années qui, somme toute, étaient causées par des mauvaises configurations, des mauvaises pratiques de déploiement. Oui, parce que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent leurs pratiques de sur-site dans l'info nuagique et généralement sont incompatibles un et l'autre parce que l'exposition du système info nuagique n'est pas compatible avec les pratiques, on pourrait dire un peu lousses qu'on avait sur le sur-site pour le déploiement des éléments ou les différents éléments, là. Non, exact. Puis on voit beaucoup aussi de par exemple, l'usuel lift and shift, de juste prendre prendre des applications qui étaient sur site, les amener dans l'info nuagique, dans les plateformes IaaS. Et on a beaucoup d'éléments de sécurité qui sont similaires, mais il y a quelques ajouts qui sont ajoutés, surtout quand on commence à parler d'une certaine. On veut vraiment changer nos applications pour utiliser des plateformes comme du Kubernetes ou des conteneurs. Donc là, ça amène encore une fois, d'autres éléments de sécurité à regarder. Fait que oui, on a un réseau, oui, on a des règles de sécurité, des ACL, des groupes de sécurité, du routage. Mais là, on ajoute encore une fois certains services qui n'existent pas dans notre
dans notre réseau virtuel que mettons, si on prend, mettons dans Azure ou dans GCP, notre VPC ou notre VNet, il y a certains services, comme surtout les services de stockage, qui est souvent eux qui sont utilisés pour l'exfiltration de données. Mais là, ces services-là ne rentrent pas dans ce modèle, l'espèce de modèle copié qu'on a amené dans le cloud. Fait que là, on a d'autres artefacts qui sont utilisés comme des rôles, puis plus des rôles sur demande ou des credentials sur demande qui sont utilisés par, mettons, nos serveurs. Là, c'est comment est-ce qu'on sécurise tout ça, puis de garder une certaine visibilité là-dessus aussi. Là. Ouais, là, tu nommes des choses justement comme les fameux buckets S3, par exemple, qu'on connaît énormément parce qu'ils ont été énormément publicisés. Ben, parce qu'eux ont fait tellement de bruit, mais il y a l'équivalent chez Microsoft, chez Azure et chez GCP de toute façon. On en a moins entendu parce que ça fait moins longtemps qu'il existe et il y a moins d'erreurs, ou les erreurs des gens ont fait moins de dommages qu'avec ceux du S3, par exemple. Mais S3 n'a pas d'adresse IP en tant que tel, c'est un API qu'on invoque et incidemment, le contrôle associé, c'est des ACL-ish ou du IAM dans le cas d'Amazon. Là. Exact. Le nombre de fois que j'ai eu des clients qui demandent comment est-ce que je peux utiliser, parce que en travaillant chez Palo Alto avant d'être spécialisé côté Synapse, m'occupais plus le portfolio en entier, incluant les firewalls. Donc, une des questions qu'on avait souvent les équipes de sécurité, c'est comment est-ce que je mets mon firewall en face d'S3 ou des comptes de stockage. C'est là qu'on voit, on fait pas vraiment ça. c'est pas exactement le moyen d'adresser ce genre de problème-là. Fait que c'est là qu'il faut changer un petit peu la manière de penser et regarder vraiment ce qu'on faisait plus côté règles de sécurité. Maintenant, il faut regarder plus vraiment de l'expertise côté IAM puis essayer encore une fois, d'amener des bonnes pratiques de sécurité aux équipes de développement. C'est là, surtout quand on a un des avantages d'aller entièrement cloud, c'est qu'on a des outils comme du Terraform pour définir notre environnement en code, ce qui fait en sorte que si on sait que l'état de notre environnement est basé sur du code, ben on peut faire un audit sur le code lui-même avant qu'il soit déployé, puis au moins contrôler ça. Fait que ça donne une visibilité avant que ce soit déployé, mais ça donne aussi certains contrôles ou certains gabarits qui peuvent être créés par les équipes de sécurité qui sont fournis aux équipes de développement. Puis maintenant, les équipes de développement peuvent, un peu comme je disais plus tôt, peuvent se concentrer sur une chose qui est développer les applications d'affaires pour la business plutôt que de se concentrer sur, bon, est-ce que mon bucket S3 est configuré comme il faut? Ou est-ce que mes rôles IAM sont bien configurés, ce qui est notorieux pour être assez complexe à faire. Fait que là, on peut vraiment un peu dissocier cette portion-là, puis les développeurs deviennent des clients des équipes de sécurité sans avoir à se rajouter un fardeau supplémentaire. Ouais, d'avoir travaillé sur des choses qui, à la limite, les intéressent un peu moins également. Là. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ils font pas ça pour emmerder, mais ils font ça parce que les gens l'ont pas pris en main. Si on le prend en main ou les équipes de sécurité le prennent en main, ça facilite énormément. Puis justement, on enlève les points de décision, d'erreurs potentielles des équipes de sécurité. Donc, ceci de S3, c'est un bel exemple. Mais là, c'est des API. Puis ça prend d'autres notions aussi. Puis c'est là où des fournisseurs, là, je vais quand même plugger un peu le fait que Palo a quand même des solutions de ce côté-là. Justement, au lieu d'avoir un firewall, comme tu mentionnais, qui n'est plus la solution type pour mettre un périmètre maintenant. Le périmètre maintenant se met plus par soit des CASB, soit il y a d'autres produits. Là, c'est Prisma est un bel exemple de gamme de produits qui permettent justement d'interfacer entre un usage incontrôlé d'un API et un axe plus sécurité, puis visibilité également pour l'organisation. Ouais, ben surtout, je pense que c'est surtout là, du côté Synapse, où est-ce que je pense que les deux types de produits qu'on voit pas mal, il y a le CASB qui est vraiment pour, on dit plus la sécurité côté application SaaS, fait que c'est là qu'on va avoir tout ce qui est Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce. Quand on va plus du côté cloud public ou l'infrastructure provisionnée, c'est là qu'on regarde plus le Synapse parce que
on voit surtout 3 étapes qui sont faites. C'est pas mal on dit ça va avec la courbe d'apprentissage de nos clients. Surtout, on voit beaucoup de choses assez avancées qui sont faites chez nos voisins du Sud, là, aux US. Je trouve qu'au Canada, on est un petit peu plus... On a tout le temps quelques années de retard sur nos voisins du Sud. Mais c'est là qu'on voit, la première chose, c'est juste d'avoir la visibilité, étant donné qu'il y a un lag, il y a un certain lag avec. Il y a eu une période transitoire où est-ce que les développeurs ont vu que on peut maintenant aller dans le cloud, ils sont allés dans le cloud sans nécessairement impliquer les équipes d'opération. Là, les équipes d'opération doivent jouer à catch-up. Fait que là, la première chose, c'est souvent, il nous faut de la visibilité. C'est là qu'on commence à parler plus des outils comme du CSPM, du scanning, de vulnérabilité. Fait que vraiment, au moins avoir, c'est quoi la surface d'attaque, étant donné que on contrôle plus, comme on disait, on peut plus regarder à l'intérieur de nos murs parce que là, il y a plus de murs. Fait que c'est rendu qu'il y a énormément de services qui peuvent être utilisés. Fait que c'est sûr que ça commence là, mais un peu comme ce que je disais dans ma présentation, c'est que ça commence avec des outils de visibilité. Là, on passe de 0 alerte à 25 000 alertes d'un coup, juste parce qu'il y a une surface assez large de déploiement. Et c'est là que beaucoup d'équipes qui un peu pas perdent confiance, mais ils vont avoir un petit peu de difficulté à regarder la pointe du iceberg qui est comme toutes ces alertes-là, puis figurer comment adresser le tout. Fait que c'est là qu'on commence à parler la deuxième étape qui est plus, au lieu de réagir, on va essayer de prévenir, qui est vraiment là où est-ce qu'on implique les équipes de développement, leur dire, mais peut-être un ajustement, que ce soit dans un module Terraform, que ce soit juste au niveau de quand ils déploient leur infrastructure à travers un pipeline CI/CD, de dire qu'on va faire des vérifications selon nos politiques de sécurité. Ça se peut que ce soit juste une vérification, mais qui va équivaloir une centaine d'alertes d'un coup. Fait que c'est là qu'on peut vraiment avoir. C'est un effort minimal du côté développement, mais qui fait tellement une différence drastique côté opération. Fait que c'est là qu'il faut vraiment essayer d'impliquer plus. Ça prend de la maturité au niveau des opérations de sécurité pour être capable de transformer un lot d'alerte en un ou quelques petits changements qui vont éteindre justement ce lot-là. Fait que justement, comme tu dis, il ne faut pas se laisser impressionner par le volume, il faut être capable de traiter ça. Puis ça, c'est un défi qui est quand même particulier. Je connais peu d'organisations que quand ils sont tombés là-dedans, ils ont tous pris panique. Ils ont tous énervé les développeurs avec chaque petit alerte. Fait que là, ça a ajouté beaucoup, en tout cas de mon expérience, ça a ajouté beaucoup à l'irritation entre l'équipe de sécurité et de développement. Justement, on n'est pas arrivé dans un contexte de collaboration, puis un peu plus comme tu mentionnes que l'équipe de sécurité doit se dire, hey, peux-tu changer tel module? Tu vas me régler genre 50% de mes alertes d'un coup parce que ton petit module, il dérange beaucoup de choses au niveau des policies, au niveau de son fonctionnement ou peu importe comment il est monté. Là. Exact. C'est là que je pense que c'est bénéfique pour les deux côtés parce je l'ai vu beaucoup est-ce qu'il y a des clients qui ils commencent à regarder pour leurs outils CSPM, ils l'intègrent avec, par exemple, ServiceNow pour créer des tickets qui sont envoyés directement vers les équipes de développement. Fait que là, ils reçoivent leurs tickets. C'est comme, c'est quoi ça? Donc, on voit, c'est une façon très opérationnelle de regarder ça. Ça fait très service desk. Là. C'est un peu comme ce qu'on a du côté TI plus traditionnel. Je peux comprendre les équipes de développement qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec le genre de workflow dans de ce genre-là. Fait que c'est pour ça que d'être en mesure de... surtout si tu utilises des modules, ça veut dire que ça se peut que la modification d'un module puisse affecter plusieurs applications, plusieurs parties d'applications. Fait que ça devient vraiment exponentiel quand on prend cette approche-là. Puis ça leur donne aussi pas mal plus de... Comme je dis, le but, c'est qu'ils n'aient pas à y penser. Puis qu'il y ait le feedback le plus rapidement possible. Ça fait en sorte que, comme on dit, ça les empêche pas d'utiliser des nouveaux services parce que l'autre option que j'ai vue, c'est que dans des environnements qui sont un petit peu plus régulés, on va littéralement empêcher l'utilisation de certains services qui ne sont pas certifiés par l'équipe de sécurité ou l'équipe TI. Donc, c'est là que ça fait en sorte que,
des 250 services d'AWS, tu as le droit à ces 30 services-là. Je pense que c'est pas nécessairement ça. Ça défait un petit peu la raison d'être d'utiliser l'info nuagique. Donc, c'est pour ça que c'est une façon vraiment simple de dire on peut voir en temps réel qu'est-ce qui se passe grâce à nos outils de visibilité. Puis on peut utiliser ça en même notre feedback loop avec les développeurs, faire en sorte que, bon, mais ce qu'on rattrape ici, on va commencer à le mettre à le mettre en code, leur ramener le feedback pour pas qu'on les énerve tout le temps avec des alertes. À la place, on va dire, au lieu qu'on te fasse juste shipper des alertes de ton côté, travaille avec nous pour qu'on fasse en sorte que le problème arrive simplement plus, qu'on prévienne le problème d'arriver. Ça rajoute de la confiance pas mal à tout le monde. Fait que ça fait en sorte que les développeurs n'ont pas peur de faire un changement parce que tu veux pas, quand ils commettent leur code dans une branche, il y a une certaine trace qui est mise où est-ce qu'on sait quel développeur aurait fait un changement spécifique, ce qui veut dire qu'on sait quel changement spécifique pourrait causer une vulnérabilité qui pourrait éventuellement devenir une brèche. Fait que c'est toute une trace je pense pas qu'il y a aucun développeur qui se lève le matin en se disant moi, je veux que ma compagnie fasse la une des journaux à cause d'une brèche. Fait que c'est pour ça que c'est, encore une fois, c'est vraiment juste de plutôt d'avoir de la friction avec la sécurité qui pousse sur les équipes de développement. C'est plus d'avoir vraiment comme ces deux moitiés de cycle qui sont censées se connecter ensemble comme il faut. C'est là qu'on voit quand ça arrive, là, ça fait une bonne différence côté améliorer la communication, puis j'aime bien justement que le point que tu mentionnes sur la certification des services en info nuagique, c'est vraiment comme l'étiquette, c'est des artefacts de l'ancien temps parce qu'on n'a plus besoin de faire ce genre de choses-là. Et à la limite, on devrait juste dire, OK, ben ces services-là sont interdits parce qu'ils posent un danger réel. Et le restant, on laisse passer, puis justement, ben, la communication, puis on les encadre aux besoins, puis c'est toujours l'espèce de communication en continu qui doit avoir lieu, puis minimalement, l'équipe de sécurité vient de filtrer le premier niveau de ticket justement pour être capable. Donc, ça prend des compétences particulières d'être capable de comprendre les deux univers et de faire le pont pour que ça roule bien, là. Exact. Puis je pense, comme tu dis, c'est la portion de certification, ça vient pas des fois, c'est pas dans la majorité des cas, c'est pas le service qui est nécessairement dangereux, c'est l'utilisation du service lui-même, là. Je pense que c'est les derniers chiffres qu'on avait vus, on était à plus de 95% des brèches qui étaient sorties dernièrement étaient causées par juste l'erreur humaine ou des mauvaises configurations. Quand on parle vraiment de l'info nuagique, c'est simplement parce que certains de ces services-là ont des paramètres par défaut qui sont très lousses du côté sécurité, qui font en sorte que c'est facile de 2-3 clics, je déploie une application, un minimum viable product, faire en sorte que ça roule là. Le problème, c'est que un test devient rapidement de la production, qui devient rapidement de la dette technique aussi, là. Ouais, tout à fait. Puis ça, de toute façon, la classique, c'est ça on connaît beaucoup S3, c'est parce que S3 était trop facile à ouvrir sur le monde. Maintenant, c'est plus le cas parce que là, finalement, Amazon était donné d'avoir de la mauvaise publicité. Fait qu'ils ont verrouillé. Fait que maintenant, pour ouvrir un bucket S3 sur le monde, ben, ça prend genre 15 coches à cocher, puis de dire oui, je suis vraiment sûr, je sais vraiment ce que je fais pour être sûr, mais pas tous les services ont ce degré d'encadrement naturel qui va avec, qui peuvent mener. Et naturellement, parce que des fois, la composition des services d'affaires fait que le service tout seul n'est pas grave, mais c'est en combinaison avec les autres qui deviennent plus problématiques, là. Exact, parce que quand on regarde, même avec S3 qui serait je pense qu'on va continuer à pécan sur S3, mais surtout, je pense que c'est une des brèches des institutions financières aux US où est-ce que S3 était barré au public. C'est que le problème, c'est qu'à travers une instance EC2, donc à travers une machine virtuelle qui s'est fait exploiter à cause d'une vulnérabilité, la machine a un rôle IAM qui lui permettait de lire toutes les buckets S3 du compte. Donc là, on est au point où est-ce que le bucket pourrait ne pas être exposé. Mais on arrive quand même dans une situation où est-ce qu'il y a un vecteur d'attaque qui est indirect, mais qui fait en sorte que compromettre une
mettons, compromettre un service permet l'accès à d'autres services. C'est là que la complexité un peu d'IAM, où est-ce qu'on y va vraiment très spécifique ou on est assez large pour dire, comme l'exemple ici, on va permettre de lire toutes les buckets par cette VM-là. Mais c'est là que ça a causé pas mal de problèmes. C'est là que comme je disais, on automatise avec des modules, de côté Terraform, on automatise avec certains mécanismes pour faire en sorte que il n'y ait jamais de rôles prédéfinis qui sont utilisés, qu'on peut tout le temps créer des rôles sur demande quand on crée une nouvelle application, qu'on utilise un nouveau service. C'est là qu'on peut avoir l'équipe de sécurité qui définit un gabarit relativement flexible, mais qui permet de mitiguer le plus gros risque de pivoter latéralement dans le cloud, parce que disons que le pivotage latéral est assez large. La surface d'attaque va être assez large quand on est dans un environnement comme AWS. Oui, très grand. Puis tu avais mentionné genre trois morceaux. Là, on a abordé les deux premiers. Le troisième composant d'adoption, c'est. Je vais te laisser glisser là-dessus, parce qu'on a dévié quand même. Oui, ben c'est vrai. Écoute, merci. C'est surtout parce que là, on shiftait left là, selon la présentation. Je dirais, à somme toute, ce qui fait un peu, surtout avec le marché plus côté CNAPP, beaucoup d'emphase du côté shift left, mais même si on arrivait au point où est-ce que 100% de notre environnement est défini par code, on va jamais être en mesure d'éliminer entièrement les vulnérabilités, surtout au niveau des applications. Ça peut être même au niveau de certains des services du cloud. On l'a vu je me rappelle bien, c'était Cosmo DB de Azure, où est-ce que c'était possible d'avoir accès à des bases de données de d'autres clients à travers une exploitation qui faisait partie de l'infrastructure elle-même. Fait que c'est là qu'on est au point où est-ce que même si on adresse tout le potentiel risque, les applications, surtout dans le cloud où est-ce qu'ils sont exposés à Internet dans beaucoup de cas, ben, ils vont se faire attaquer continuellement. Fait que c'est là que le dernier morceau manquant, c'est vraiment, il y a quand même une portion d'opération, de runtime, de protection en temps réel qui est nécessaire. Fait que c'est là qu'on va avoir, avec tout ce qu'on a du côté visibilité, on peut aussi avoir tout ce qui est autoremédiation. Quand on voit si l'environnement n'est pas défini à 100% en code, ben on peut quand même faire en sorte que s'il y a un rôle IAM, mettons une VM qui serait sur l'Internet public, qui ne passe pas par un service d'inspection, ben, on pourrait la shut down tout de suite. On pourrait avoir un bucket S3 qui serait public, on va tout ça les fermer pour qu'ils deviennent privés. Fait qu'on a un peu de ça. Sur certains des workloads, c'est là qu'on va parler de tout ce qui est WAF, tout ce qui est gestion de vulnérabilité, gestion de même protection de runtime, là, surtout dans un environnement surtout quand on regarde côté container, ben, un container, ça a une seule fonction. Fait que c'est assez unitaire comme bout de code ou comme bout d'application. Habituellement, ça a un rôle, puis un rôle spécifique, d'où le mouvement de microservices. Ben, ça fait en sorte que quand on peut évaluer c'est quoi le rôle spécifique d'un conteneur, ben, on est en mesure de dire n'importe quoi qui sort en dehors de ce rôle-là, ben, on devrait le bloquer parce que c'est pas normal. Ce qui fait en sorte que, en plus de regarder pour avoir un environnement qui est le moins risqué possible, le plus le plus audité possible avec tout ce qui est Terraform, avec tout ce qui est de la visibilité et les bonnes pratiques de déploiement, mais on peut faire en sorte que même si on avait une nouvelle vulnérabilité, un nouveau zero day, ben, on sera en mesure, même s'il n'y a aucun CVE qui existe encore, de juste dire notre application a un comportement bizarre, on devrait juste bloquer cette portion-là. Fait qu'il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qui font en sorte que c'est là oui, il y a du shift left, mais je pense qu'il y a du shift right aussi qui doit être fait un petit peu. Parce que cette portion-là de protection plus active, on la voit pas énormément encore chez beaucoup de clients, juste parce qu'encore une fois, ça demande un certain degré de maturité, comme on disait, combien de conteneurs sont multifonctions juste en nature on semblerait que la transformation numérique, c'est d'aller vers Docker, d'aller vers des conteneurs. Fait qu'on prend encore une fois l'équivalent de notre lift and shift de traditionnel à cloud, mais on prend notre lift and shift de monolithe à
bon, on va tout packager ça dans un container. Puis là, et voilà, on est rendu microservice. On a un gros microservice. Fait que c'est pour ça. Ça défait un peu l'objectif qui était associé. Exact. Surtout quand on va dans des conteneurs. Puis là, puis ça aussi, c'est un autre univers que les opérations n'ont pas beaucoup de familiarité parce qu'on est dans un contexte de réseau. Là. On est vraiment dans un contexte, on a un réseau, on a le control plane, fait qu'on a le réseau de contrôle, mais ensuite on a le réseau des services et comment ça interagit, puis là c'est un paquet de petits services, puis même qui vivent à même les conteneurs. En tout cas, bref, c'est vraiment un autre univers d'appréciation du risque qui est associé à ça. Que je connais peu de gens qui sont capables de pleinement voir toute la portée de ça. Là. Non, exact. Souvent, ce qui arrive, c'est quand la conversation est initiée par les gens d'opérations de sécurité, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a un pare-feu qui est installé en avant. Et souvent, le cluster est vu comme c'est une grosse entité, puis on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans le mettons, cluster Kubernetes ou OpenShift. Oui, le nord-sud est important, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de nuances dans le cluster aussi. Comme on dit, il peut y avoir une nouvelle vulnérabilité qui n'est pas encore reconnue par des signatures d'IPS, qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de le bloquer avec le nord-sud. Donc, c'est là qu'on commence à regarder un petit peu plus qu'est-ce qui peut être fait au niveau de notre cluster Kubernetes. Donc, c'est là où est-ce qu'on parle souvent de CSPM pour les environnements cloud, mais à mon avis, c'est la première chose que je dois dire quand je parle de Prisma Cloud, c'est que c'est pas juste le cloud public. À mon avis, quand on commence à jouer avec des clusters Kubernetes ou OpenShift, ben, c'est un cloud privé. Fait que c'est les mêmes défis, la même élasticité jusqu'à un certain point, parce qu'encore une fois, l'application est imbriquée dans l'infrastructure d'une manière plus d'une manière plus proche que traditionnellement, où est-ce que notre application a vit sur une machine comme sur une machine virtuelle, comme si elle était sur un vieux serveur physique. Là, maintenant, c'est un petit peu différent parce qu'on a certaines applications qui peuvent interagir avec l'API de Kubernetes pour soit autoscale ou prendre certains éléments qui vivent dans le cluster puis les utiliser dans l'application. Fait que c'est là, encore une fois, la portion de gestion de posture devient vraiment importante parce que il y a beaucoup de la même façon que notre VM EC2 nous donnait accès à S3, mais on peut avoir un pod dans Kubernetes qui peut nous donner accès à un daemon set qui roule sur toutes les nœuds du cluster puis d'arriver à un point où est-ce que on peut faire l'escalade de privilèges puis bref, devenir juste admin du cluster. Fait que il y a beaucoup de risques de ce côté-là aussi. Puis c'est le même workflow qu'on peut utiliser. Vraiment tout est défini par code. On peut avoir la visibilité sur qu'est-ce qui est configuré, puis éventuellement arriver à la dernière étape qui est, si on sait c'est quoi le comportement normal, on devrait être en mesure de vraiment barrer, de lock down l'opération de nos différentes applications. Ouais, mais en temps normal, puis c'est ça aussi, puis un peu que je trouve étrange, puis on rapporte la même chose dans l'InfoLogic, c'est qu'on prend la logique du poste de travail qui on peut pas définir qu'est-ce qu'il va faire parce que l'utilisateur est imprévisible. Cependant, sur un serveur, c'est complètement le contraire. Si le serveur dépasse ce qu'il se posait faire, on a un problème. Donc, justement, de partir de tout est fermé, juste ce qui est disponible ou tout ce qui devrait exécuter est fait et le restant, on ferme autant. Puis plus on va en microservices, et c'est encore d'autant plus pertinent cette approche-là de limiter qu'à la fenêtre d'opération qui est supposée. Oui, puis c'est souvent la fameuse expression qui est pas controversée, là, mais il y a souvent l'aspect pets versus cattle. Parce que on est habitué traditionnellement où est-ce qu'on a c'est notorieux d'être des serveurs Windows qui ils ont énormément de rôles d'installer, sont très multifonctions. Quand on a commencé le shift côté microservice, un des désavantages était la complexité que ça l'apportait juste d'un point de vue opération, parce que là, l'application ne roule plus sur une seule entité, ça roule d'une manière distribuée. Mais je pense que comme tu disais, c'est là que
oui, il y a de la complexité parce que c'est un système distribué, mais là, on vient de découpler nos applications où est-ce que on a de moins en moins la situation où est-ce qu'on a un serveur qui fait plusieurs tâches. Fait que là, on sait que si on a un service de recherche qui roule dans un microservice, il y a littéralement 2 conteneurs ou un conteneur, un service qui serait l'application elle-même et la base de données. Mais on sait qu'il n'y a rien d'autre qui est censé arriver. Fait que ça simplifie un petit peu le modèle de sécurité. Fait que ça complexifie peut-être l'opération pour ce qui est de maintenant mes différentes composantes doivent parler par-dessus un réseau, mais en même temps, ça fait en sorte que quand on veut sécuriser chaque composante unitaire, ça devient de plus en plus simple à faire parce que il y a un processus qui est censé rouler, il y a un port qui est censé être en écoute, puis il y a peut-être une section du système de fichiers qui est censé être utilisée. Fait que c'est vraiment facile de dire ces 3 choses-là, on va les apprendre, puis après une certaine période d'apprentissage, ben, on est censé voir aucune autre activité que ces 3 choses-là dans notre conteneur. Puis là, ça fait en sorte que il n'y a pas de politique vraiment à configurer. Puis on peut prendre un conteneur, on peut le déployer 1000 fois, puis on va avoir la même politique de sécurité qui va être aussi efficace. Oui, puis on déplace ça dans les mains des développeurs en plus, fait qu'on leur donne l'autonomie d'aller beaucoup plus rapidement parce que comme c'est rendu tellement atomique en termes de contexte, on n'a plus besoin d'avoir une espèce de réflexion d'ensemble qui normalement est plus portée par les gens de sécurité. Ils sont capables de réfléchir dans la portée de leur microservice ou de leur amalgame de microservices dans lequel ils travaillent. Exact. Puis c'est là que ça... C'est encore une fois, il y a beaucoup. Avant, on avait la fameuse conversation. Je pense que j'avais fait le commentaire durant ma présentation où est-ce que le développeur qui demande faut qu'on ouvre les ports de firewall pour les ports de pare-feu pour que mon application fonctionne, autant pour l'Est-Ouest que pour le Nord-Sud. Maintenant, ça devient un petit peu moins vrai, surtout pour l'Est-Ouest, étant donné que la balance de charge est maintenant prise en charge par le cluster Kubernetes. Il y a beaucoup de services maintenant qui sont vraiment imbriqués dans la plateforme de déploiement. Fait que encore une fois, c'est enlever des outils plus traditionnels ou des équipes plus traditionnelles. C'est le développeur qui s'en occupe. Il y a encore certains cas de figure où est-ce que il y a quand même, surtout pour des centres mettons un cloud privé, ça va encore arriver, mais on voit de plus en plus d'intégration qui sont faites entre des systèmes externes et mettons l'API de Kubernetes pour faire en sorte que de la même façon que je définis mon application, je peux même définir mes règles de sécurité de firewall automagiquement. Fait que c'est encore une fois plus de pouvoir aux développeurs. Je pense que ça donne juste plus de vélocité en bout de ligne. Oui, c'est très positif. Puis justement, ça enlève le fardeau des équipes de sécurité. Ça fait, moi, je trouve, ça fait un bon tour d'horizon justement de ces éléments-là. C'est un bon complément à la présentation que tu as faite. Je te remercie énormément de ta générosité, autant pour ta présentation que pour t'être prêté à l'exercice du podcast aussi. Merci. Écoute, merci à toi, Nicolas. C'était très agréable. Autant la présentation que le podcast, puis ça me donne le goût d'en refaire.